Tu aurais dû signer ce foutu papier, Alina. Ça aurait pu être tellement plus simple. Cette voix appartenait à ma propre chair, et mon propre sang. Ma sœur aînée, Victoria. À ce moment précis, j'étais cloué au sol en bois dur, maculé de sang. Ma gorge était écrasée entre les mains rugueuses et calleuses de mon beau-frère. Mon épaule gauche hurlait de douleur, complètement disloquée à l'endroit où il avait enfoncé son genou dans l'articulation. Et Victoria? Elle se tenait simplement là, les bras croisés, regardant son mari me battre à moitié à mort. Le regard vide et sans vie. Tout ça, parce que j'ai refusé de signer ma vie, pour couvrir leur dette colossale. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que juste avant que l'obscurité ne m'engloutisse, mon pouce a appuyé fort sur le bouton SOS, caché sous la lunette de ma montre tactique. Avant de vous raconter comment diable nous en sommes arrivés là, faites-moi savoir d'où vous écoutez, et quelle heure il est dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Si vous croyez en une vérité simple, parfois, les personnes qui partagent votre sang, sont les ennemis les plus dangereux de tous. Fayetteville, Caroline du Nord. 3 semaines, avant que le sang ne tache le parquet. Mon appartement était un bunker, 4 murs de silence absolu. J'en avais besoin, le corps médical de l'armée ne laissait pas beaucoup de place à la paix, alors je fabriquais la mienne. Assise à la table à manger en verre, je démontais mon pistolet de service M17. L'odeur chimique et âcre du solvant OPS numéro 9 emplissait l'air. Une odeur propre et disciplinée. Tout à sa place. Le ressort de rappel ici, le canon là. Puis, le crissement du gravier à l'extérieur. Un lourd moteur V8 s'est coupé. Le grondement grave et inimitable d'un Lincoln Navigator. Ils n'ont pas frappé, ils ne frappaient jamais. Les gens qui pensent vous posséder, ne s'embarrassent pas du respect de base. La porte d'entrée s'est ouverte, heurtant la butée murale en caoutchouc avec un bruit sourd. Vicky est entrée la première. Un lourd nuage suffocant de Chanel numéro 5 a envahi mon salon, assassinant instantanément l'odeur propre de l'huile pour armes. Elle portait un manteau de créateur, qui coûtait plus cher que ma première voiture. Faux bronzage, ongles parfaitement manucurés. Une véritable publicité ambulante, pour de l'argent qu'elle n'avait pas réellement. Marcus s'est lourdement avancé derrière elle. Un type au cou épais, respirant lourdement, serré dans un polo de golf une taille trop petite. Il sentait la bière bon marché, et la sueur rance. Tu vis toujours comme une tortue dans sa carapace, Lena, a ricané Vicky. Ses yeux ont balayé mon mobilier spartiate, jugeant silencieusement le manque de coussins en velours, et de babioles coûteuses. Je n'ai pas répondu, j'ai gardé les yeux baissés. J'ai sorti le canon de la glissière, et je l'ai essuyé avec un chiffon en microfibre. Je t'ai apporté des travers de porc, a grogné Marcus. Il a laissé tomber un plat en aluminium graisseux sur mon comptoir de cuisine propre. L'huile a immédiatement suinté, tachant le granit. Un appât bon marché et transparent. On ne fait pas 3 états de route, juste pour livrer un plat de barbecue à 5 €. Ensuite est venu le véritable ordre du jour. Une épaisse chemise manille a claqué contre la table en verre. Marcus l'a poussée en avant, avec sa lourde paume. Elle a glissé sur mon tapis de nettoyage en néoprène, s'arrêtant à quelques centimètres de mon arme démontée. J'ai laissé tomber le chiffon. J'ai baissé les yeux sur la première feuille. Responsabilité conjointe, prêt à garantie croisée, restructuration hypothécaire, 18% de TAEG. Et tout en bas, une ligne vierge, attendant la signature d'un co-signataire. Mon estomac s'est noué, ils avaient plafonné toutes leurs cartes de crédit pour maintenir leur statut de royauté de banlieue. Le Lincoln dans l'allée était une location, qu'ils traitaient comme un achat. La maison dans l'Ohio était sous l'eau, ils se noyaient dans un trou noir de dettes. Et maintenant, ils voulaient enchaîner mon salaire de capitaine, et mon excellent score de crédit, à leur navire en perdition. Papa et maman ont financé ton prestigieux billet pour West Point, a dit Marcus. Il s'est penché lourdement sur la table, il a fouillé dans la poche de son jean. Il est temps que tu paies tes dettes à cette famille. Il a sorti un briquet, pas un en plastique bon marché de station-service, un zippo en argent patiné. Ma mâchoire s'est crispée, ma colonne vertébrale s'est raidie. C'était celui de papa, celui qu'il a porté pendant 2 missions de combat. Celui qu'il tenait quand il m'a dit qu'il était fier de moi. Et maintenant, il était dans la poigne moite et indigne d'un homme, qui ne pouvait même pas épeler le mot bonheur. Clac.
Marcus a ouvert le couvercle, le grattement sec de la pierre a résonné sur les murs nus. Il a allumé une cigarette en plein milieu de mon salon, soufflant un flux épais et arrogant de fumée grise, directement sur les pièces propres de mon arme. Il prenait l'héritage sacré de mon père, et le transformait en une tactique de recouvrement de créances bon marché. Un racket. Signe le papier, Alina, a dit Vicky. La fausse douceur avait disparu de sa voix, ne laissant que le droit brut et laid. Ne sois pas égoïste, nous en avons besoin. Je suis restée assise là, dans la fumée qui s'installait. Mon pouls n'a pas accéléré, mes mains n'ont pas tremblé. J'avais passé 48 heures d'affilée, éveillé dans un hôpital de campagne poussiéreux, et ensanglanté, à l'extérieur de Kaboul. J'arrachais des kits de traumatologie, pour empêcher des gamins de 19 ans de se vider de leur sang, sur un lit de camp sale. Je savais ce qu'était le vrai stress, je savais à quoi ressemblait le sacrifice. Mais pour eux, je n'étais pas une vétérane de combat, je n'étais même pas un être humain. J'étais un distributeur automatique, un score FICO de 800 ambulants. Un agneau sacrificiel, destiné à être abattu pour que Vicky puisse continuer à acheter des sacs à main, qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas offert une seule excuse. J'ai juste tendu la main, j'ai posé 2 doigts sur la chemise manille, et je l'ai repoussé jusqu'au bord du verre. C'est un suicide financier, ai-je dit. Ma voix était complètement plate, de fer froid. Je ne le signe pas. Le visage de Vicky s'est figé. La lourde couche de fond de teint sur sa joue a semblé se fissurer sous la tension soudaine. « Excuse-moi » a-t-elle lancé, en s'avançant. « Tu m'as entendu. » La réponse est non. « Enlève tes ordures de ma table. » Le visage de Marcus a viré au rouge foncé, et laid. Il s'est avancé, poussant sa lourde botte de travail contre le pied de ma chaise de salle à manger en bois. Il l'a repoussé violemment, le bois a grincé contre le parquet comme un animal blessé. « Tu fais une énorme erreur, espèce d'arrogante » a-t-il craché, en pointant un doigt épais et taché de nicotine, à 1 centimètre de mon nez. La famille prend soin de la famille. Tu vas le regretter. Il a arraché la chemise du verre, a attrapé sa cigarette, et s'est précipité vers la porte. Vicky m'a fusillé du regard, ses yeux brûlants d'un venin qui allait plus loin que l'argent. Elle a pincé les lèvres, a tourné sur ses talons, et est sortie à sa suite. La lourde porte en bois a claqué derrière eux, faisant vibrer les cadres de photos sur le mur. Je n'ai pas bronché. Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'à la porte. J'ai saisi le lourd pêne dormant en acier, et je l'ai verrouillé. Clic. L'appartement était de nouveau silencieux, juste la faible odeur aigre de fumée de tabac, livrant une bataille perdue contre l'huile pour arme. J'ai regardé le comptoir de la cuisine, le plat de travers de porc graisseux y était toujours. Juste à côté, se trouvait mon smartphone. Soudain, l'écran s'est allumé, une notification de message de Vicky. J'ai fixé le rectangle lumineux dans la pièce sombre, ma poitrine semblait vide. Le lourd pêne dormant était verrouillé, il pouvait empêcher les poings de Marcus d'entrer dans ma maison ce soir. Mais je connaissais la vérité froide et dure. Ce verrou ne signifiait absolument rien. Il pouvait arrêter des corps physiques, mais il ne pouvait pas bloquer le poison numérique qu'il s'apprêtait à injecter dans ma vie. L'écran de mon téléphone s'est allumé, dans le salon obscur. Un simple texto de Vicky. Pas de mots, juste un fichier image. J'ai tapé sur l'écran, c'était une photo de ma remise de diplôme de West Point. Papa, debout à côté de moi, dans son uniforme de cérémonie. Sa poitrine bombée, un immense sourire fier fendait son visage buriné. En travers de sa poitrine, Vicky avait collé une épaisse boîte de texte rouge néon. Papa aurait tellement honte de toi en ce moment. Mon pouce a survolé le verre, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fracassé le téléphone contre le mur, j'ai juste appuyé sur supprimer. Puis j'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, j'ai enfilé mes bottes, et j'ai ouvert la porte d'entrée. L'odeur m'a frappé avant même que je ne franchisse le seuil. Épaisse, écœurante, comme des fruits pourris trempés dans un parfum de vanille bon marché. Assise en plein milieu de mon paillasson, se trouvait une immense couronne florale. Des lys blancs, le genre que l'on achète pour des funérailles à cercueil fermé. Glissée dans les feuilles vert foncé, se trouvait une petite carte blanche. L'écriture était pointue et précipitée, j'espère que tu changeras d'avis, avant qu'il ne soit trop tard. Une menace, enveloppée dans des fleurs funéraires. J'ai saisi le cadre métallique de la couronne,
je l'ai traîné le long du passage en béton, et je l'ai jeté directement dans la benne à ordures métalliques. Elle a atterri avec un bruit sourd. Le dimanche soir, 20h. Le téléphone a vibré contre le comptoir de la cuisine en granit, l'identifiant de l'appelant a clignoté, maman. Je l'ai laissé vibrer 3 fois, le son a grincé contre mes dents. J'ai glissé vers la droite, et j'ai mis le haut-parleur. Oui. Un lourd soupir théâtral a résonné dans le haut-parleur, elle n'a pas demandé comment j'allais, elle n'a pas demandé si j'avais mangé. Le corps médical de l'armée aurait pu me renvoyer dans un sac mortuaire, et elle se serait plainte des frais d'expédition. Alina. Sa voix traînait, dégoulinant d'une fausse et lourde lassitude. Je suis tellement fatigué de tout ce drame, vraiment. Alors dis à ton enfant chéri de payer ses propres factures. La famille est de la famille, a-t-elle rétorqué. La lassitude s'est évanouie en une seconde. Ton père serait malade de la façon dont tu agis. Ce n'est qu'un morceau de papier, signe-le et préserve la paix. Je ne vais pas contracter un prêt de 50 000 € à 18%, pour qu'elle puisse continuer à louer un SUV de luxe. J'ai dit non. Un autre long soupir saccadé, puis la phrase assassine. Pourquoi dois-tu toujours compliquer les choses, Alina? Compliquer. Ce seul mot a agi comme un pied de biche, il a ouvert une boîte en acier verrouillée au fond de mon cerveau. Soudain, j'avais de nouveau 19 ans, debout en haut de l'escalier en chêne poli de notre ancienne maison de l'Ohio. Vicky hurlait, le visage rouge et tordu, pour une bêtise quelconque. Une chemise que j'aurais soi-disant abîmée, une offense perçue. Peu importait. Ce qui importait, c'était la poussée soudaine et violente. Ses 2 paumes s'abattant durement sur ma poitrine. Mes bottes ont glissé sur le parquet, je suis tombé, basculant en arrière dans le vide. Je me souviens du craquement écœurant des marches en chaîne contre mes côtes, ma tête heurtant la rampe en bois, puis le palier du bas. Un pop fort et humide, mon épaule gauche s'est déboîtée. Une douleur blanche, aveuglante et brûlante a envahi ma vision. Je gisais sur le sol, haletante comme un poisson mourant, agrippant mon bras inutile et ballant. Mais les vrais dégâts ne se sont pas produits dans les escaliers, ils sont survenus 10 minutes plus tard. Assise sur le siège passager de la Chevrolet Malibu rouillée de maman, en route pour les urgences. Je transpirais à grosses gouttes sous ma chemise, me mordant la lèvre jusqu'au sang pour ne pas crier. Maman n'a pas tendu la main pour me caresser les cheveux, elle ne m'a pas dit que tout irait bien. Sa main a traversé la console centrale et a attrapé mon bras droit, mon bon bras. Ses ongles se sont enfoncés profondément dans mon biceps, pinçant la peau comme une paire de pinces. Ses yeux étaient grands, frénétiques, terrifiés, mais pas pour moi. Écoute-moi, a-t-elle sifflé. Son haleine sentant le café rassis. Tu as trébuché, tu étais maladroite et tu es tombée dans les escaliers. Tu m'entends? Tu ne vas pas ruiner la bourse d'études de ta sœur pour un accident. Tu es tombée. Mon corps n'était qu'un dommage collatéral, un inconvénient mineur sur la route de la perfection de Vicky. J'ai cligné des yeux, le salon sombre de Fayetteville est revenu brutalement. Une douleur fantôme profonde a pulsé dans l'articulation de mon épaule gauche. J'ai levé la main, frottant le muscle épais à travers ma chemise en coton. J'avais pensé des blessures par balle, j'avais rafistolé des membres manquants de Marine dans le sable. Mais cette épaule, ma propre mère n'avait jamais demandé une seule fois si elle avait guéri. D'accord, Alina, m'écoutes-tu? J'ai fixé le téléphone lumineux, elle se fichait de la vérité, elle ne se souciait que de l'illusion. J'ai tendu la main, et j'ai appuyé sur le bouton rouge de l'écran, fin d'appel. J'ai maintenu le bouton d'alimentation enfoncé, jusqu'à ce que l'écran devienne complètement noir. Plus d'appels, plus de culpabilisation, j'en avais fini de me saigner pour des gens, qui se plaignaient de la tâche que cela laissait sur leur tapis. Si vous écoutez ceci, et que vous savez exactement ce que l'on ressent, en étant le bouc émissaire de sa propre famille. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, dès maintenant. Laissez les mots « j'ai survécu » dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir, que je ne suis pas la seule à avoir dû couper les ponts, pour sauver ma propre vie. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne, pour entendre ce qui se passe ensuite. Je me suis levé du comptoir, et j'ai marché dans le salon obscur. Je n'ai pas allumé une seule lumière, je me suis approché de la fenêtre avant. Avec 2 doigts, j'ai lentement écarté les stores en plastique bon marché. Dehors, la lueur orange du lampadaire perçait l'air froid de la nuit. Garé juste de l'autre côté de la rue, à moitié caché dans l'ombre, se trouvait un énorme bloc d'acier noir.
Le Lincoln Navigator. Les phares étaient éteints, mais le pot d'échappement crachait de fins nuages de fumée blanche, dans l'obscurité. Le moteur tournait au ralenti. Marcus était là, à regarder. Mardi matin, 5 heures. Le café était noir, et m'a brûlé la gorge en descendant, exactement comme j'en avais besoin. J'ai lacé mes bottes, j'ai serré les lacets, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Ma botte s'est arrêtée à 1 centimètre du seuil. Un morceau de papier de cahier déchiré, reposé sur le parquet, glissait juste sous le lourd pen dormant en acier. Une violation physique de mon périmètre. Je me suis accroupi, je ne l'ai pas touché à main nue. Je me suis penché et j'ai lu l'écriture saccadée et précipitée. La famille, c'est pour toujours. Ne fais pas d'erreur. L'écriture de Vicky. Le droit qu'elle s'arrogeait, était écœurant. Il pensait réellement qu'une menace mafieuse bon marché me ferait plier. J'ai attrapé une pince à épiler dans ma trousse médicale, j'ai soulevé le papier par le coin, et je l'ai posé à plat sur le comptoir en granit. Mardi après-midi, le soleil de Caroline du Nord cuisait l'asphalte du parking de la base. J'ai marché vers mon camion, mes yeux ont naturellement balayé la zone. Une habitude que l'on prend, quand on passe un an à chercher de la terre remuée, sur des routes désertiques. Tout semblait dégagé, jusqu'à ce que j'arrive à moins de 3 mètres du capot. Il y avait un deuxième morceau de papier, coincé fort sous le rebord en caoutchouc de l'essuie-glace, côté conducteur. Mais il n'était pas simplement placé au hasard. Mon père avait collé un autocollant, dans le coin inférieur de cette vitre, 2 ans avant sa mort. Un simple cercle délavé qui disait « Fier vétéran ». Il l'avait collé là avec sa main épaisse et calleuse, avait reculé, et m'avait souri comme si j'avais décroché la lune. Le morceau de papier était collé directement dessus, scotché juste sur sa fierté. Je me suis arrêté. La chaleur qui irradiait de l'asphalte noir, a semblé disparaître. Remplacée par une pointe de fureur froide, et dure, au centre de ma poitrine. Je me suis approché de la vitre. Tu n'es pas aussi dur que tu le penses, Marcus. Il a probablement cru être malin. En se faufilant dans un parking de base militaire, comme un chien errant. Il a pris la seule chose pure qu'il me restait de mon père, et il a craché dessus. Je n'ai pas arraché le papier, je ne l'ai pas écrasé dans mon poing. Je me suis tenu parfaitement droite, j'ai sorti mon téléphone. J'ai pris 3 photos en haute résolution de l'emplacement. Puis j'ai utilisé la pointe de ma clé de voiture, pour faire glisser la note sans tacher l'encre. Il voulait une réaction, il voulait me voir transpirer. Je ne leur ai rien donné. Mercredi, 1 heure du matin. L'appartement était silencieux. J'étais endormi, mais mon cerveau fonctionnait toujours sur un mode tactique de bas niveau. Ça a commencé par une vibration dans le parquet. Un battement lourd, et rythmé. J'ai ouvert les yeux, j'ai fixé le plafond sombre. Dehors, un grondement grave et guttural a brisé le calme de la rue. Le ralenti inimitable, d'un énorme moteur V8. J'ai roulé hors du lit, pas de lumière, pas de mouvement brusque. J'ai gardé mon poids sur le bord extérieur de mes pieds, me déplaçant silencieusement sur le parquet. Jusqu'à ce que mon dos soit plat contre le mur, à côté de la fenêtre du salon. J'ai utilisé 2 doigts, pour à peine écarter le bord des stores en plastique. Il était là. Garé directement de l'autre côté de la rue. À moitié englouti par l'ombre d'un grand chêne. Le Lincoln Navigator noir. Les phares étaient complètement éteints. Mais une épaisse fumée blanche, sortait régulièrement du pot d'échappement dans l'air froid de la nuit. Le moteur tournait. Derrière le volant, une masse sombre et lourde s'est déplacée. Le bref point orange d'une cigarette, a brillé dans l'habitacle sombre. Marcus. N'importe quel civil normal, aurait paniqué. Il aurait pris son téléphone, composé le 911, et attendu qu'un policier de patrouille fatigué, se pointe 20 minutes plus tard. Mais je savais comment le système fonctionnait. Je savais que la police locale ne ferait rien. À moins qu'il y ait un os cassé, ou une flaque de sang sur le trottoir. Pour eux, ce n'était qu'une dispute domestique. Ils allumeraient une lampe de poche, écriraient un rapport inutile, et repartiraient. Et Marcus saurait, qu'il m'avait atteinte. J'ai lâché les stores, je n'ai pas pris mon téléphone. Mon cerveau a automatiquement changé de vitesse, la boucle ODA s'est enclenchée. Le cœur de chaque scénario de survie, et de combat, auquel j'avais jamais été entraîné.
Observer, s'orienter, décider, agir. Je suis retourné dans le couloir obscur. J'ai dézippé mon sac tactique, mes doigts ont trouvé la forme lourde et solide de mes jumelles infrarouges, de dotation militaire. Je suis retourné à la fenêtre, je ne me suis pas tenu à découvert. Je me suis accroupi bas, posant mon coude gauche fermement sur le rebord en bois, pour éliminer complètement tout tremblement musculaire. J'ai pressé les œillères en caoutchouc froid, contre mon visage, et j'ai allumé les optiques. La rue sombre a explosé en une clarté vert néon, et nette. Je pouvais tout voir, j'ai vu la sueur épaisse sur le front de Marcus, j'ai vu sa lourde mâchoire mâcher le filtre de sa cigarette. J'ai balayé les lentilles vers le pare-choc avant, les numéros de plaques d'immatriculation ressortaient comme des balises blanches lumineuses, sur le métal sombre. J'ai vérifié ma montre, 1h12. J'ai attrapé un bloc-notes et un stylo sur la table. Sujet, Marcus Best. Véhicule, Lincoln Navigator noir. Plaque, Ohio JRM 492. Arrivée, 1h08. Il est resté là pendant 45 minutes, à fumer cigarette sur cigarette, fixant mes fenêtres sombres. Se croyant le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, attendant que le lapin sorte en courant. Il n'avait aucune idée, qu'il n'était que la cible dans un dossier de surveillance. À 1h57 du matin, il a finalement mis le véhicule en marche, et s'est éloigné dans l'obscurité. Départ, 1h57. J'ai fermé le carnet. Le lendemain matin, le ciel saignait d'un gris pâle et froid. Je me tenais dans ma cuisine, portant une paire de gants médicaux en nitrile bleu. J'ai ramassé la note sur le sol, j'ai ramassé la note sur le pare-brise. Zip. Les dents en plastique du sac Ziploc robuste se sont refermées hermétiquement. J'ai utilisé un marqueur noir épais pour écrire la date, l'heure et le lieu, à l'extérieur du plastique. 2 sacs, 2 pièces de preuve physique solides. J'ai enlevé les gants, je les ai jetés à la poubelle, et je suis sorti par la porte d'entrée. L'air froid du matin m'a mordu le visage, j'ai ouvert la portière de mon camion, et j'ai jeté les sacs en plastique sur le siège passager. J'ai mis le contact, le moteur a rugi. Je n'avais pas besoin de la police locale, la police attend qu'un crime se produise. J'avais besoin de puissance de feu juridique. J'avais besoin d'un avocat qui opérait avec la même brutalité froide et calculée, que l'armée m'avait enseigné. Et je savais exactement, qui tenait ce canon. Le cabinet d'avocats de Chloé Vance, ne sentait pas la justice. Il sentait le café noir rassis, la cire à parquet âcre, et l'ozone métallique d'une imprimante laser surmenée dans le couloir. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir à dossier haut, en face de son lourd bureau en acajou. Ma colonne vertébrale était parfaitement droite, mes genoux écartés à la largeur des épaules. Je ne me suis pas adossé au coussin. Chloé Vance ne m'a pas offert un verre d'eau, elle ne m'a pas offert une boîte de mouchoirs, ni aucune fausse sympathie mielleuse. Elle est simplement restée assise là, à regarder les sacs en ziploc transparent, posés sur le sous-main de son bureau. À l'intérieur du plastique, se trouvaient les notes de menace. À côté, se trouvaient mes journaux de surveillance manuscrits, détaillant les mouvements du Lincoln Navigator noir. Chloé a pris sa tasse de café en céramique, elle a bu une gorgée lente, et délibérée. Ses yeux étaient vifs, sombres, et totalement dépourvus de pitié. Ils ressemblaient à des scalpels, prêts à trancher une couche de graisse malade. La police locale ne fera rien, Alina, a déclaré Chloé. Sa voix était plate, et dure. Vous appelez le central, ils enverront un patrouilleur fatigué. Il regardera Marcus, il vous regardera, et il classera toute l'affaire comme une dispute domestique. Une affaire civile, entre proches. Il a garé son moteur devant la fenêtre de ma chambre, pendant 1h à 1h du matin, ai-je répondu. Et il n'a pas cassé une vitre, il n'a pas levé le poing. Aux yeux de la loi du comté, ce n'était qu'un type assis dans sa voiture, sur une voie publique. J'ai fixé les lourds livres de droit reliés en cuir, qui tapissaient les étagères derrière sa tête. Un goût amer a envahi le fond de ma gorge. Je payais 300 € de l'heure, de ma poche, pour m'asseoir devant une parfaite inconnue. Et pourtant, cette étrangère froide, et calculatrice, était la seule personne sur Terre, qui essayait réellement de protéger ma vie. Ma propre sœur voulait saigner mes comptes en banque à blanc, pour financer son style de vie de royauté de banlieue factice. Ma propre mère voulait que je me taise, que j'encaisse les coups, et que je préserve la paix. Chloé Vance voulait juste construire une cage d'acier pour eux. Alors, quel est le véritable plan, ai-je demandé.
Chloé s'est penchée en avant, elle a tapoté son ongle manucuré contre le sac en ziploc. Un bruit de clic sec. Nous allons tendre un piège. Les tribunaux civils exigent une montagne massive de preuves, pour accorder une ordonnance de restriction permanente. Nous avons besoin d'un son clair, d'une vidéo haute définition. D'une violation de propriété physique claire et indéniable. S'ils franchissent la ligne et s'introduisent sur votre propriété, nous devons nous assurer que leurs avocats de la défense n'aient absolument aucune marge de manœuvre, dans la salle d'audience. J'ai compris l'objectif. Ce n'était pas une demande de faveur, c'était une directive tactique. Installer un système de caméra, a ordonné Chloé. Liaison cellulaire indépendante, stockage sur le cloud à distance, et absolument aucun disque dur local, qu'il pourrait détruire à coups de batte de baseball. Construisez un périmètre. Je me suis levé, je lui ai fait un seul signe de tête ferme. Considérez que c'est fait. Je ne suis pas retourné à la base militaire. J'ai pris l'autoroute directement vers un entrepôt de fournitures électroniques commerciales, à la périphérie industrielle de la ville. Les néons agressifs bourdonnaient au-dessus de moi, les longues allées sentaient le carton humide et le plastique froid, et stérile. J'ai dépassé les articles de consommation bon marché, j'avais besoin de matériel professionnel. J'ai choisi un kit de surveillance infrarouge haute définition, il avait une sauvegarde cellulaire indépendante, au cas où le Wi-Fi serait coupé. Il se synchronisait directement, avec un serveur distant sécurisé. J'ai payé en espèces, je ne voulais pas que la transaction soit retracée jusqu'à mes principaux comptes courants. Ma sœur et mon beau-frère me traitaient comme une cellule insurgée hostile. J'allais les combattre de la même manière. À 18h, mon petit appartement n'était plus une maison civile. C'était une base d'opération avancée. J'ai déplacé les meubles, j'ai créé des lignes de vue claires et dégagées, de la porte d'entrée à la cuisine. J'ai pris l'unité de caméra principale, et je l'ai enterrée profondément dans les frondes vertes et épaisses, d'une fougère en pot posée sur l'étagère du salon. Elle avait une vue parfaite, et dégagée, sur l'entrée et tout l'espace de vie. Je me suis dirigé vers l'interrupteur mural, et j'ai éteint les lumières du plafond. La pièce est devenue noire comme du charbon, j'ai fixé la plante sombre. Une minuscule LED rouge et froide a clignoté en retour. L'œil infrarouge était actif, et enregistrait. Je me suis approché de la porte d'entrée. J'ai retiré le cache du Judas standard, et j'ai directement câblé une caméra extérieure robuste, dans le boîtier de la sonnette. Elle balayait tout le parking, elle couvrait le passage en béton. Il n'y avait plus aucun angle mort. Il pensait avoir affaire à une petite sœur effrayée et soumise. Il ne comprenait pas qu'ils avaient déclaré la guerre à une capitaine de l'armée, qui avait passé sa vingtaine à apprendre à sécuriser des périmètres hostiles, dans des déserts étrangers. La dernière pièce du système de défense était à mon poignet. Je me suis assise au comptoir de la cuisine, j'ai débouclé ma montre tactique Garmin. J'ai branché un lourd câble de données cryptées, du port de la montre directement à mon ordinateur portable. J'ai contourné les fonctions de sécurité civile standard, en utilisant une commande macro personnalisée. J'ai mappé un protocole d'urgence, sur le bouton latéral principal. Une pression de 3 secondes, c'est tout ce qu'il fallait. Une longue et forte pression, et la montre enverrait instantanément mes coordonnées GPS exactes, et un signal SOS silencieux, directement au centre de répartition de la police du comté. Un second ping atteindrait simultanément le téléphone portable personnel de Chloé Vance. Un interrupteur de l'homme mort. J'ai attaché la lourde montre noire à mon poignet gauche. Le bracelet en nylon était serré et sécurisé contre ma peau. J'ai vérifié les lourdes serrures en acier de la porte, j'ai vérifié le flux vidéo en direct sur l'écran de mon téléphone. Tout était vert, le périmètre était complètement bouclé. J'étais enfin en sécurité, à l'intérieur de mes propres murs. Puis le téléphone a vibré contre le comptoir en granit, l'écran a illuminé la cuisine sombre. Un message photo. J'ai fixé l'écran lumineux. C'était une photo d'une porte d'entrée en bois bon marché, qui s'écaillait. La porte d'entrée de la maison de ma mère, dans l'Ohio. En dessous de la photo, une seule ligne de texte de Vicky, dîner de famille du dimanche. Maman t'attend. Tu as intérêt à être là. J'ai relu les mots, la mâchoire crispée, les dents serrées. Le lourd peigne dormant en acier sur la porte de mon appartement, m'a soudain semblé complètement inutile. Ils n'allaient pas essayer de s'introduire dans ma forteresse. Ils exigeaient que j'en sorte,
et que je me jette directement dans la fosse aux lions. J'ai coupé le moteur, la lourde grille de mon camion a cliqueté en refroidissant dans l'air glacial de l'Ohio. 8 heures à fixer les lignes blanches brisées de l'Interstate 77. Mon bas du dos me faisait mal, à cause du trajet. Mais j'ai roulé les épaules en arrière, et j'ai forcé ma colonne vertébrale à se redresser. J'ai remonté le chemin en béton fissuré, jusqu'à la maison de ma mère. La porte d'entrée était en contreplaqué bon marché, s'écaillant dans les coins inférieurs. Je l'ai poussé, un mur de chaleur m'a frappé. Ça sentait le rôti brûlé, la moquette rance, et la bière en conserve bon marché. Du salon, le rugissement fort et agressif d'une émission de football américain du dimanche, rebondissait sur les murs. J'ai posé le pied sur le sol en linoléum, la télé s'est éteinte d'un coup. Silence total. Je suis entré dans le salon, il était bondé. Oncle Richard, tante Suzanne, mes cousins, maman, Vicky et Marcus. Une pièce pleine de mon propre sang, une pièce pleine d'ennemis. Pas une seule personne n'a dit bonjour, ils ont juste regardé. Des regards lourds et hostiles, jugeant mon jean foncé uni, et mes bottes de combat. Oncle Richard s'est avancé, il sentait le cigare aigrer le vieux parfum. Il a attrapé mon coude, sa prise un peu trop forte, il m'a tiré vers le couloir. Écoute-moi, a-t-il grogné, en gardant la voix basse. Tu agis de manière déplacée. L'armée t'a rendu trop rigide, trop dur. Tu dois laisser ta sœur tranquille. J'ai baissé les yeux sur sa lourde main sur mon bras, il a lâché prise. Les hommes n'aiment pas une femme qui ne sait pas faire de compromis, Alina. Arrête d'être si têtue, et aide ta famille. Il réduisait mon grade, mes missions de combat, et toute ma vie, à n'être qu'une petite fille têtue qui avait besoin d'être remise à sa place. Je n'ai pas discuté, je suis simplement passé devant lui et je suis entré dans la salle à manger. Le dîner fut une exécution. Ils m'ont relégué tout au bout de la longue table en bois, la chaise bancale près de la fenêtre qui laissait passer les courants d'air. J'étais assise, les mains jointes sur mes genoux, ma posture d'une perfection militaire. Autour de moi, la meute de loups dévorait sa nourriture. Des plats de purée de pommes de terre, et de haricots verts graisseux, passaient de main en main. Ils se servaient juste devant mon visage, personne ne m'a offert la moindre cuillère, personne ne m'a tendu une assiette. Le message était clair, j'étais mise à l'écart, isolée. Les seuls bruits, étaient le raclement des fourchettes en acier inoxydable bon marché contre les assiettes en porcelaine, et le bruit humide et désagréable des gens mâchant la bouche ouverte. Cela me donnait la chair de poule. Tante Suzanne s'est essuyé la bouche avec le dos de sa main, elle a regardé de l'autre côté de la table, m'ignorant complètement, et a parlé fort à Vicky. « Je t'ai raconté pour ton cousin Jimmy » a demandé Suzanne. Sa voix a transpercé la lourdeur de la pièce. Il vient de prendre une deuxième hypothèque sur sa maison, il a donné l'argent directement à sa sœur, pour qu'elle puisse garder son salon ouvert. Marcus a grogné son approbation, en mâchant un morceau de viande. C'est ce que font les vrais liens du sang, a poursuivi Suzanne. Ses yeux brûlant un trou sur le côté de ma tête. La vraie famille se serre les coudes, elle n'accumule pas son argent, pendant que sa propre chair et son propre sang luttent. Chaque mot était une balle enrobée. Il me peignait comme la méchante avare, parce que je refusais d'être leur otage financier. Je suis restée assise, complètement immobile, fixant l'assiette ébréchée vide devant moi. En bout de table, maman était assise en silence, elle laissait la meute me déchirer, elle a tout regardé. Finalement, elle a laissé tomber sa fourchette, elle a claqué bruyamment contre son plat. Elle a pris une serviette en papier, et a tamponné les coins secs de ses yeux. Alina, a-t-elle soupiré. Sa voix dégoulinant d'une fausse et lourde lassitude. Je n'en peux plus, je suis à bout. Vraiment. Elle a fait une pause, s'assurant que toute la table regardait sa performance. Si ton père était encore en vie, il aurait tellement honte. Il serait absolument malade de te voir détruire cette famille, pour un morceau de papier. Ma mâchoire s'est crispée, mes dents ont grincé si fort que j'ai entendu un pop physique dans mon oreille. Mon père, l'homme qui a donné ses poumons à l'air du désert. L'homme qui m'a appris ce que l'honneur signifiait vraiment. Elle prenait sa tombe, et s'en servait comme d'un instrument contondant pour m'ouvrir le crâne. Ma main droite a jailli, j'ai attrapé ma fourchette, et je l'ai claquée. Crac. Le métal a mordu durement l'assiette en porcelaine. La table entière a sursauté, la mastication a cessé. J'ai repoussé ma chaise, le bois a grincé contre le linoléum.
Je me suis levé, j'ai tourné le dos à la pièce, et je suis sorti directement par la porte coulissante en verre, sur la terrasse arrière. Le vent glacial de l'Ohio m'a frappé la poitrine, transperçant ma fine chemise en coton. J'ai agrippé la rampe en bois, j'ai inspiré l'air glacial et vif, forçant mon rythme cardiaque à ralentir. Derrière moi, la porte vitrée a vibré en s'ouvrant, Vicky est sortie. La porte a cliqué en se fermant, coupant le bruit de la salle à manger. Elle tenait un verre de vin rouge bon marché, le masque de fausse victime avait disparu. Son visage était dur, anguleux et cruel. Elle s'est approchée de la rampe, à côté de moi. « Tu vois » a-t-elle chuchoté. Sa voix était un rasoir sombre et dentelé. « Personne ne se soucie de tes règles, Alina. Personne n'est de ton côté. » J'ai gardé les yeux fixés sur la lisière sombre de la forêt. Elle s'est penchée plus près, je pouvais sentir l'alcool aigre sur son haleine. « Tu penses que tu peux t'en tirer comme ça? Tu ne signes pas ce papier, je te ferai te mettre à genoux, et supplier pour le signer. Tu m'entends? » J'ai tourné la tête, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas dit un seul mot. Je me suis retourné, j'ai descendu les marches en bois sombre, et je me suis dirigé directement vers mon camion. 23 heures, Interstate 77 Sud. La cabine de mon camion était d'un noir absolu, les lumières du tableau de bord projetaient une faible lueur froide sur mon visage. Mes deux mains étaient agrippées au volant en cuir, ma prise était si forte que mes jointures brillaient d'un blanc éclatant dans l'obscurité. J'ai appuyé sur l'accélérateur, le moteur a rugi. Vicky n'a pas crié quand je suis parti, elle n'a pas poursuivi mon camion dans l'allée. Elle est juste restée sur ce porche, dans le froid glacial, et a souri. J'ai fixé l'étendue infinie de l'autoroute devant moi, mon sang était comme de l'eau glacée. Je savais exactement ce que ce silence signifiait. La guerre psychologique était terminée, la manipulation était terminée. Ce sourire silencieux sur le porche n'était pas une reddition. C'était le silence de mort, juste avant que la bombe physique n'explose. Il venait chercher du sang. Mardi soir, 22 heures. Fayetteville. L'appartement était silencieux, j'étais assise au comptoir de la cuisine, nettoyant la lentille optique de mon pistolet de service. Le téléphone portable a vibré contre le granit, l'écran a clignoté, Marcus. J'ai fait glisser l'icône verte, je n'ai pas dit bonjour. Tu as exactement 5 minutes, pour ouvrir cette porte et me remettre le contrat, a marmonné Marcus dans le haut-parleur. Le bruit lourd et humide de sa respiration a rempli la ligne. Je pouvais presque sentir l'odeur de whisky bon marché, et l'agression aigre qui transpirait du téléphone. Où je traverse ce putain de mur pour le récupérer. Fin de l'appel. Je n'ai pas bronché, mes mains n'ont pas tremblé. Mon corps a reconnu la menace, et est immédiatement passé en condition rouge. J'ai pris le M17, j'ai tiré la glissière en arrière, et je l'ai laissé se refermer d'un coup sec. Clac, clac. Une balle à pointe creuse de 9 mm, s'est parfaitement logée dans la chambre. J'ai posé l'arme sur le comptoir, hors de vue immédiate, mais à portée de main. J'ai vérifié l'écran de mon téléphone, l'icône du serveur cloud brillait d'un vert solide. La caméra infrarouge cachée à l'intérieur de la fougère en pot était active, la caméra de la sonnette extérieure enregistrait. Dehors, un flot de lumière blanche aveuglante a balayé mes stores de fenêtres fermées. Le Lincoln Navigator. Le lourd moteur V8 s'est coupé, une portière de voiture a claqué assez fort, pour faire vibrer la vitre. Des pas lourds et inégaux ont martelé le passage en béton. J'ai reculé dans l'ombre du couloir étroit, j'ai pris une position tactique, les pieds écartés à la largeur des épaules. Mon pouce gauche s'est déplacé, et s'est posé directement sur le bouton latéral texturé de ma montre tactique Garmin. Boum. La porte d'entrée a cédé vers l'intérieur, le bruit était assourdissant dans le petit appartement. Marcus ne frappait pas, il utilisait tout son poids comme un bélier. Boum. Le bois de pin bon marché du cadre de la porte a commencé à se fendre. Le lourd pêne dormant en acier a gémi contre la plaque de gâche en métal. Crash. Le bois a volé en éclats, la plaque de gâche s'est arrachée du cadre, emportant un énorme morceau de cloison sèche avec elle. La porte s'est ouverte en grand, et a claqué contre le mur intérieur. Marcus a fait irruption dans le salon, il ressemblait à un animal enragé. Son visage était rouge foncé, ses yeux grands et injectés de sang. Dans sa main droite, il tenait une batte de baseball en aluminium massif. Il sentait la bière rance,
la nicotine et une violence pure et débridée. Il m'a repéré dans le couloir, il a laissé échapper un grognement sourd, et a chargé. Il a balancé la batte en aluminium, dans un large arc vicieux, visant directement mes côtes. Le couloir était trop étroit pour un swing complet, la pointe de la batte a attrapé la cloison sèche, déchirant une longue entaille dans la peinture, et ralentissant son élan. J'ai esquivé sous le lourd aluminium, mais je n'ai pas pu éviter sa masse pure. Marcus a laissé tomber la batte, elle a claqué bruyamment contre le parquet. Il s'est précipité en avant, jetant ses 115 kilos directement sur ma poitrine. L'impact m'a coupé le souffle, ma colonne vertébrale a heurté durement le mur du couloir. Avant que je ne puisse pivoter, sa main épaisse et charnue, a jailli et a attrapé une poignée de mes cheveux. Il m'a tiré la tête en arrière, claquant mon crâne contre le plâtre. Puis est venu le coup fatal, il savait exactement où j'étais brisé. Il savait exactement où se trouvait l'ancienne vulnérabilité. Marcus a déplacé son poids, a levé son genou lourd, et l'a écrasé directement dans mon épaule gauche. L'articulation même que Vicky avait détruite, sur l'escalier en chaîne 8 ans plus tôt. Pop. Le bruit écœurant de l'os se déchirant de l'orbite, a résonné dans ma propre tête. Une agonie blanche, aveuglante et brûlante a explosé derrière mes yeux. Mon bras gauche est devenu complètement mort, pendant inutilement à mon côté. Mes jambes ont fléchi, je me suis effondré sur le sol. Marcus n'a pas arrêté. Il s'est laissé tomber sur moi, clouant mes hanches au parquet avec ses genoux lourds. Ses mains épaisses, calleuses et puant l'huile moteur et la sueur, se sont enroulées fermement autour de ma gorge. Il a serré, l'oxygène à mon cerveau s'est coupé instantanément. La pression dans ma tête a grimpé, j'ai levé mon seul bras valide, ma main droite. La même main qui avait arrosé la dinde de son dîner de Thanksgiving l'année dernière. Mes ongles se sont enfoncés désespérément dans la viande épaisse de ses avant-bras. Griffant, grattant, essayant de décoller ses doigts. Il a juste serré les dents, et a serré plus fort. Des points noirs ont envahi les bords de ma vision, la pièce a commencé à tourner. À travers le tunnel flou et s'estompant de ma vue, une ombre s'est déplacée dans l'appartement. Vicky a enjambé avec précaution, le bois éclaté du cadre de la porte brisée. Elle portait son trench coat beige immaculé, pas une seule goutte de sueur sur son visage, pas une seule ride de panique sur son front. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, elle m'a regardé, saignant sur le sol. Elle a regardé son mari, m'étranglant. Elle a croisé les bras sur sa poitrine, son expression était complètement vide, morte. « Tu aurais dû signer ce foutu papier, Alina, » a dit Vicky. Sa voix était calme, presque ennuyée. Ça aurait pu être tellement plus simple. Juste à 7 secondes exactes, alors que l'obscurité menaçait de m'engloutir complètement, mon pouce gauche a appuyé sur la montre Garmin. 1, 2, 3 secondes. Le signal SOS silencieux s'est verrouillé, les coordonnées GPS ont été envoyées dans le cloud. Si vous écoutez ceci en ce moment, et que vous connaissez la douleur exacte de réaliser qu'un membre de votre famille toxique préférerait vous voir détruit, plutôt que de perdre son contrôle sur vous. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Tapez le mot finir dans les commentaires ci-dessous. Montrez-moi que je ne suis pas la seule à avoir dû mener une guerre, dans mon propre salon. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne, car le piège est sur le point de se refermer. Le lourd silence de l'appartement fut soudainement déchiré. Un sifflement aigu, et perçant, a brisé l'air de la nuit. Des sirènes. Plusieurs voitures de police hurlant dans la rue, leurs pneus crissant violemment contre l'asphalte juste devant mon immeuble. Des éclairs de lumière bleue, et rouges aveuglantes, ont traversé la porte brisée. Peignant les murs du salon de couleurs stroboscopiques, et violentes. Marcus s'est figé. La rage meurtrière dans ses yeux injectés de sang, s'est instantanément évaporée. Remplacée par une terreur pure, et nue. Ses mains épaisses, ont soudainement desserré leur étreinte mortelle sur ma gorge. J'ai haleté, aspirant une bouffée d'air saccadée, et douloureuse. J'ai regardé par-dessus son épaule. Vicky ne se tenait plus les bras croisés, son masque suffisant, et intouchable, s'était complètement brisé. Sa mâchoire pendait, ses yeux s'agitaient follement vers les gyrophares clignotants. Ils se croyaient les chasseurs, ils n'avaient absolument aucune idée, qu'ils venaient de marcher droit dans une cage d'acier verrouillée. Le hurlement des sirènes a traversé les murs. C'était un cri mécanique aigu, qui a ramené l'oxygène dans la pièce. Marcus s'est figé, les mains lourdes et calleuses autour de ma gorge se sont soudainement relâchées.
Ses yeux injectés de sang se sont tournés vers la porte brisée, des lumières bleues et rouges clignotantes peignaient les murs du salon. « Lève-toi » a crié Vicky, son masque calme et sans vie complètement brisé. « Va à la voiture, Marcus. » Il s'est dégagé de ma poitrine, la libération soudaine de ses 115 kilos a fait mal à mes côtes. J'ai roulé sur mon côté droit, aspirant des bouffées d'air saccadées et brûlantes. Mon bras gauche gisait mort contre le parquet, je les ai regardés courir. Vicky a enjambé avec précaution le bois éclaté du cadre de la porte, s'assurant que son trench coat beige coûteux et immaculé ne touche pas les débris. Elle n'a pas regardé en arrière, elle se fichait que mon sang imbibe mon t-shirt d'entraînement gris de l'armée, tachant le parquet. Elle ne se souciait que de sa propre peau. Des pas lourds ont martelé le passage en béton, pas les bottes maladroites de Marcus, des bottes tactiques, se déplaçant avec détermination. Le sergent a franchi la porte en ruine, 2 policiers militaires sont entrés juste derrière lui. Leurs mains reposant sur leurs armes de service à la ceinture. Elle n'a pas eu de haut le cœur, il ne m'a pas jeté un regard de pitié civile creuse. Il s'est agenouillé sur le sol à côté de moi, ses yeux ont balayé le sang, le bois brisé et l'articulation pendante de mon épaule gauche. « Capitaine, a-t-il dit. Sa voix, un ancrage grave et stable. Le périmètre est bouclé, les médecins montent les escaliers en ce moment même. Capitaine. Ma famille m'a traité comme un distributeur automatique humain, ils m'ont traité comme un punching ball. Mais pour les hommes de cette pièce, j'étais une officier, j'avais de la valeur. Les ambulanciers se sont précipités à l'intérieur, ils ont laissé tomber un lourd sac de traumatologie orange sur le sol. Avant qu'ils ne puissent attacher la minerve rigide autour de mon cou et me charger sur la planche dorsale, j'ai forcé mon bras droit valide à se lever. J'ai attrapé la manche de l'uniforme de haie, il s'est penché. J'ai dégluti difficilement, ma gorge ressemblait à du verre pilé. J'ai pointé un doigt tremblant vers la bibliothèque, la fougère en pot, ai-je râlé. J'ai déplacé mon doigt vers le mur avant, la sonnette. Liaison cloud indépendante, tout est enregistré. Et à regarder la fougère, il a vu le minuscule point rouge clignotant de la lentille infrarouge. Un sourire dur, et froid, a effleuré son visage. Il a sorti un petit carnet de la poche de sa poitrine, et a cliqué sur son stylo. Compris, capitaine. Nous sécuriserons le matériel. Ils ont soulevé la planche dorsale. Alors qu'ils me transportaient hors de la porte, le bruit sec et déchirant d'un ruban de scène de crime jaune arraché d'un rouleau en carton, a résonné dans le passage. Le bruit d'un piège en acier se refermant. 2 heures plus tard, centre médical de l'armée WAC. La salle d'urgence sentait l'iode agressif, l'eau de javel et l'alcool à friction rassis. La climatisation soufflait des bouches d'aération du plafond, gelant la sueur sur ma peau. Une infirmière m'avait planté une aiguille 4 de gros calibre, dans le dos de la main droite. La perfusion saline ressemblait à de la glace liquide, glissant dans mes veines. La lourde porte en bois s'est ouverte, Chloé Vance est entrée. Elle portait un blazer noir élégant, et tenait un bloc-notes en cuir. Elle n'a pas apporté de fleurs, elle n'a pas tiré une chaise pour me tenir la bonne main, et me dire que tout irait bien. Elle s'est tenue au pied de mon lit d'hôpital. Ses yeux ont balayé les lourds bandages, qui enveloppaient mon épaule gauche, serrée contre ma poitrine. Les troupes de l'État ont crevé les pneus du Lincoln, juste après la ligne du comté, a déclaré Chloé sans embâche. Elle a cliqué sur son stylo. Marcus a soufflé un 0,12 à l'éthylotest, il est assis dans une cellule de détention, vêtu d'une combinaison orange. J'ai fixé les dalles acoustiques du plafond. Et Vicky a prétendu n'être qu'une simple spectatrice terrifiée, pleurant auprès des officiers qui l'arrêtaient. Elle a dit que son mari avait juste perdu son sang-froid. Chloé a laissé échapper un rire bref et sec. Vous avez l'air mal en point, capitaine. Mais nous allons les enterrer vivants. 2 jours ont passé, les analgésiques ont atténué le feu dans mon épaule, pour le transformer en un élancement sourd et lourd. La porte de ma chambre de convalescence privée s'est ouverte, l'enquêteur principal de la division des enquêtes criminelles de l'armée est entré. C'était un homme aux épaules larges, en costume gris uni. Il ne portait pas de bloc-notes, il portait une lourde tablette militaire anti-choc. Il a tiré une chaise sur le côté de mon lit, et a posé la tablette sur la table de chevet en plastique. « Capitaine Best », a-t-il dit, en tapotant l'écran pour le réveiller. « Je voulais vous montrer le dossier de preuves verrouillé, avant de remettre des copies au procureur du district. » Il a appuyé sur lecture. L'écran s'est allumé,
avec le flux net en noir et blanc de la caméra infrarouge cachée dans la fougère. Il a tout capturé, avec une clarté brutale et haute définition. La porte qui se brise, Marcus chargeant avec la batte en aluminium, le coup de genou dévastateur à mon épaule, mon corps s'effondrant sur le parquet, Marcus me clouant au sol, ses mains écrasant ma gorge. Et puis, la partie la plus accablante de toutes. Vicky entrant dans le cadre, se tenant au-dessus de mon corps mourant. L'audio a capté sa voix, avec une précision cristalline. Tu aurais dû signer ce foutu papier, Alina. Ça aurait pu être tellement plus simple. L'enquêteur a tendu la main, et a tapoté l'écran. La vidéo s'est arrêtée sur un arrêt sur image, du visage apathique et sans vie de Vicky. Il a refermé le lourd couvercle de la tablette, avec un claquement sec. Je traite des cas de violence domestique depuis 15 ans, a déclaré l'enquêteur. Sa voix était tendue, d'une colère à peine contenue. Je n'ai jamais vu une agression préméditée aussi froide. Il pensait pouvoir s'en tirer comme ça. Il s'est levé, glissant la tablette sous son bras. Nous les tenons, capitaine. Pris la main dans le sac. J'ai baissé les yeux sur mon épaule lourdement bandée, la douleur était toujours là. La trahison brûlait toujours dans ma poitrine, mais la peur avait complètement disparu. J'ai fait un seul élan signe de tête à l'enquêteur. Le jeu civil de manipulation familiale était terminé, les règles avaient changé. C'était mon plateau de jeu, maintenant. Le palais de justice du comté de Quimberland sentait le polish au citron pour meuble, le vieux papier et la sueur nerveuse. Je me suis assise à la table des plaignants, mon dos ne touchait pas la chaise en bois. Ma colonne vertébrale était une ligne d'acier rigide. Je portais mon uniforme de classe A de l'armée, la laine vert foncé était épaisse et raide. Les boutons en laiton captaient la faible lumière fluorescente du plafond. Le tissu grattait contre ma clavicule, mais je ne l'ai pas ajusté. Mon ruban de service reposait parfaitement à plat sur ma poitrine. De l'autre côté de l'allée centrale, se trouvait la table de la défense. Marcus portait un costume gris pâle, qui semblait provenir d'un rayon de déstockage bon marché. Il était avachi sur sa chaise, ses lourdes épaules voûtées. Il jouait le rôle de l'homme de famille brisé, et épuisé. Mais le vrai coup de couteau, ne venait pas de Marcus. C'étaient les bancs de la galerie en bois, directement derrière lui. Maman, oncle Richard, tante Suzanne. Ils étaient assis en rangée derrière Marcus et Vicky. Un front uni, un mur physique de parents de sang, protégeant l'homme qui avait essayé de m'écraser la gorge. Maman portait une robe noire conservatrice, elle gardait les yeux rivés sur les carreaux du sol. Elle avait fait son choix, la ligne de démarcation était tracée dans le béton. L'avocat de la défense s'est approché du podium en bois. Il a ajusté sa cravate en soie, il sentait l'après-rasage cher et les mensonges bon marché. Mesdames et messieurs du jury, a commencé l'avocat, sa voix a résonné profondément dans le lourd microphone. Ce que nous avons ici est une tragédie, mais ce n'est pas la tragédie que l'accusation veut vous faire croire. Il a pointé un doigt manucuré directement sur moi. La capitaine Alina Best, du corps médical de l'armée. Une vétérane de combat hautement entraînée. Nous respectons tous son service, mais nous connaissons aussi le lourd fardeau psychologique de l'armée. La pression sévère, les traumatismes, le TSPT. Il a peint son chef-d'œuvre de culpabilisation de la victime. J'étais une bombe à retardement, une soldate agressive et instable, qui avait craqué lors d'un simple désaccord familial. Il a affirmé que Marcus avait eu peur pour sa vie, que Marcus n'avait utilisé la force physique que pour maîtriser une combattante violente et hautement entraînée, qu'il avait attaquée en premier. Marcus a gardé la tête baissée, il s'est frotté les yeux avec ses doigts épais, jouant parfaitement la victime. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas secoué la tête, je suis resté parfaitement immobile. Laissez-les creuser le trou plus profondément. La défense a terminé. Chloé Vance s'est levée, elle ne s'est pas précipitée. Elle a boutonné son blazer noir élégant, elle a pris une petite clé USB noire en plastique sur notre table. Votre honneur, a dit Chloé. Sa voix était plate comme la roche. Le plaignant n'appelle aucun témoin à la barre, nous demandons simplement à soumettre la pièce à conviction numéro 1 du plaignant au dossier. La séquence de surveillance de la nuit de l'agression. L'avocat de la défense a froncé les sourcils, Marcus s'est agité inconfortablement sur sa chaise en bois. Un immense écran blanc s'est déroulé du plafond, l'huissier a baissé les lumières du plafond. Le projecteur a bourdonné, la vidéo a commencé. Infrarouge haute définition, net.
La teinte verte crue de la vision nocturne, le salon de mon appartement. La salle d'audience a regardé la lourde porte en bois se briser et exploser vers l'intérieur. Ils ont vu Marcus charger comme un animal enragé, ils ont vu la lourde batte en aluminium. Ils ont vu sa carcasse de 115 kilos me plaquer au sol, ils ont vu son genou s'écraser brutalement sur mon épaule gauche. Le banc du jury était silencieux, on pouvait entendre la respiration lourde et nerveuse d'un juré au premier rang. Ils ont regardé Marcus enrouler ses mains épaisses autour de ma gorge. Chloé a laissé la vidéo tourner en silence total pendant 10 secondes. Puis elle a regardé le pupitre technique. « Mettez le son original », a-t-elle ordonné. Les haut-parleurs ont craqué, le son brut de la lutte a rempli l'immense salle d'audience. Les grognements lourds, le craquement sec et écœurant de mon articulation de l'épaule. Et puis Vicky est entrée dans le champ de la caméra, elle a regardé mon corps, les bras croisés sur son trench coat coûteux, le visage complètement vide, apathique. Sa voix a explosé dans les haut-parleurs de la salle d'audience, nette et parfaitement claire. « Tu aurais dû signer ce foutu papier, Alina. Ça aurait pu être tellement plus simple. » La salle d'audience a éclaté, un halètement collectif a parcouru le banc du jury. Une femme plus âgée a couvert sa bouche, avec sa main tremblante. L'illusion s'est brisée en 1 million de morceaux. L'homme de famille terrifié était un prédateur. La sœur innocente était le cerveau. Marcus est devenu blanc comme un linge, il avait l'air de vouloir vomir. Vicky s'est recroquevillée sur sa chaise, le visage brûlant d'un rouge cramoisi. Derrière eux, oncle Richard s'est figé, maman a fixé l'écran du projecteur, la bouche bée. La vérité brutale et indéniable a été diffusée en haute définition. Plus de manipulation, plus de secrets de famille cachés en toute sécurité derrière des portes closes. Le reste du procès fut un massacre. Chloé a appelé Vicky à la barre, elle l'a démontée en moins de 10 minutes. Vicky s'est effondrée en sanglots sous les lumières crues, avouant tout le complot d'extorsion, pour couvrir leur hypothèque sous l'eau. Le juge n'a pas hésité, le lourd marteau en bois a claqué comme un coup de feu. Marcus Best, voie de fait grave, extorsion. Remis immédiatement à un pénitencier fédéral. Vicky Best, complot en vue de commettre une extorsion, 5 ans de probation sous surveillance, et une ordonnance de restriction permanente et inattaquable. Les lourdes menottes en acier se sont refermées sur les poignets de Marcus. Clic, clic. Le bruit métallique sec a transpercé la pièce. Il n'a pas regardé en arrière, alors que l'huissier le traînait par la porte latérale. Vicky était assise à la table de la défense, pleurant violemment dans ses mains, une fraudeuse ruinée et exposée. Je me suis levé, j'ai lissé le devant de mon uniforme de classe A, je me suis retourné et j'ai descendu l'allée centrale. En atteignant les lourdes portes en chêne, à l'arrière de la salle d'audience, je me suis arrêté. J'ai tourné la tête, j'ai regardé la galerie, j'ai regardé directement ma mère. Elle était debout là, agrippant son sac à main en cuir noir. Nos regards se sont croisés, pendant une seule et lourde seconde. Elle ne s'est pas avancée, elle n'a pas murmuré d'excuses. Elle a détourné le regard, elle a baissé les yeux vers les carreaux du sol, complètement incapable de faire face au monstre qu'elle a aidé à créer, ou à la fille qu'elle a abandonnée. J'ai poussé les lourdes portes en chêne, et je suis sorti dans le couloir froid. La peine de prison pour Marcus était enfin prononcée. Mais, alors que les lourdes portes de la salle d'audience claquaient derrière moi, je connaissais la vérité absolue. Ma propre sentence interne venait de commencer. 1 mois après que le juge ait fait tomber le lourd marteau en bois. L'appartement de Fayetteville n'était plus que des cartons bruns et des échos. L'odeur chimique et âcre du ruban d'emballage flottait lourdement dans l'air. J'étais assise sur un sac de couchage vert olive roulé, en plein milieu du salon vide. Pas de messages vocaux en colère, pas de SMS culpabilisants. Pas un seul appel téléphonique de quiconque, partageant mon nom de famille. La meilleure famille avait complètement coupé les ponts. J'avais l'habitude de penser que le silence était leur version de la punition. Le traitement silencieux ultime. Une mise à l'écart tactique, conçue pour me faire craquer. Pour me faire ramper, et m'excuser d'avoir envoyé Marcus dans une cellule fédérale. Mais, assise dans l'appartement vide, fixant les murs nus. La vérité froide et laide s'est finalement imposée. Ils ne m'ont pas coupé, parce qu'ils étaient en colère. Ils m'ont coupé, parce que le distributeur automatique était définitivement fermé. Les comptes en banque étaient bloqués, le score de crédit complètement hors de portée.
Je n'étais plus une mine d'or qu'ils pouvaient exploiter, pour financer leurs illusions de haute société suburbaine factice. Une fois que l'utilité a disparu, j'ai cessé d'exister pour eux. Je n'étais plus qu'un fantôme, hantant un appartement dépouillé. Le silence n'était pas une arme, c'était la preuve que je n'avais jamais été une fille ou une sœur. J'étais juste une ressource. Le lendemain matin, l'air de la Caroline du Nord était glacial. Du givre recouvrait le pare-brise de mon camion. J'ai descendu le chemin en béton, jusqu'au groupe de boîtes aux lettres en métal rouillé, à l'entrée du complexe. J'ai enfoncé la clé en laiton dans la fente, et j'ai ouvert la porte en aluminium d'un coup sec. Vide. Sauf une seule enveloppe posée à plat, sur le plateau métallique du bas. Du papier à lettres épais de couleur crème, du papier coûteux. J'ai immédiatement reconnu l'écriture cursive et penchée. Maman. Je suis resté là, sur le parking glacial, mon souffle formant des panaches dans l'air. J'ai fixé mon nom, écrit à l'encre bleu foncé. Au fond de moi, enfoui sous les années d'entraînement tactique, et la logique froide de la survie. Une stupide et microscopique parcelle de moi, s'est enflammée. Une lueur d'espoir pathétique, et naïve. Peut-être que la réalité brutale, de son gendre assis derrière des barreaux de fer, l'avait enfin réveillée. Peut-être qu'elle écrivait réellement pour s'excuser. Désolé pour la gorge meurtrie, et enflée. Désolé pour l'épaule disloquée. Désolé pour les 19 ans passés à faire passer Vicky en premier, et à me traiter comme une ordure. Je suis retourné à l'appartement, je ne me suis pas assise. Je me suis tenu au comptoir de la cuisine en granit froid, j'ai pris un coupe-papier en acier, et j'ai glissé la lame sous le rabat. RIP. J'ai sorti 2 pages de papier épais, la surface était gondolée à quelques endroits, des taches de larmes séchées. J'ai lu le premier paragraphe, la lueur d'espoir naïve dans ma poitrine s'est étouffée, et est morte instantanément. Elle n'a pas demandé, comment mon épaule guérissait. Elle n'a pas demandé, si je dormais toute la nuit sans me réveiller en haletant. Revivant la sensation des mains calleuses de Marcus, écrasant ma trachée. Au lieu de cela, elle a écrit un manifeste de 2 pages, d'une auto-apitoiement absolu. Elle a pleuré sur l'erreur regrettable que Marcus a commise. Réduisant complètement une agression brutale, et calculée, à un dérapage mineur, et compréhensible. Elle a qualifié ma décision d'impliquer la police militaire, de réaction excessive massive. Elle s'est plainte sans fin, de la lourde pression sociale que Vicky subissait dans l'Ohio, maintenant que son mari était un criminel condamné. Les voisins parlaient, la fragile réputation de la famille saignait sur le trottoir. Et d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui tenais le couteau. Puis vint le dernier paragraphe, la pilule empoisonnée. J'espère que tu trouveras dans ton cœur, la force de laisser tomber cette colère. J'espère que tu pourras ouvrir ton cœur au pardon, pour que notre famille puisse redevenir ce qu'elle était. J'ai relu la dernière phrase 2 fois, mes yeux rivés sur l'encre. Redevenir ce qu'elle était. Redevenir le bouclier humain, redevenir l'agneau sacrificiel. Pour que Vicky puisse garder ses mains propres, et son placard plein de vêtements de créateur. Maman ne voulait pas de mon pardon, elle ne savait même pas ce que le mot signifiait. Elle voulait juste mon silence, elle voulait que je rentre dans le rang, que j'encaisse les coups. Et que je prétende que le sang sur le parquet, n'était que du vin renversé. C'était un pardon toxique. Une exigence d'avaler du poison, juste pour que les gens qui l'ont versé, se sentent à l'aise. Je me tenais seul dans la cuisine. Je n'ai pas pleuré, mon pouls ne s'est pas emballé. La colère brûlante que j'avais portée dans mes tripes, pendant le dernier mois, s'est simplement évaporée. Laissant derrière elle un dégoût froid, et absolu. Garder cette rage, c'était juste boire leur poison, et s'attendre à ce qu'ils meurent. Je me suis dirigé vers le coin de la pièce. Assise sur une pile de cartons, se trouvait la dernière chose que je n'avais pas emballée. La lourde boîte à souvenirs en chaîne, de papa. Je n'ai pas attrapé mon téléphone, je n'ai pas tapé un texto furieux. Je n'ai pas gaspillé une seule respiration, à essayer d'expliquer la réalité à quelqu'un, déterminé à vivre dans une illusion. Il n'y avait plus d'arguments à gagner. J'ai tenu la lettre couleur crème, dans mes mains. J'ai plié le papier lourd en 2. J'ai appuyé fort mon pouce contre le pli, rendant le bord assez tranchant pour couper la peau. J'ai ouvert le loquet en laiton de la boîte en chêne. J'ai jeté la lettre pliée à l'intérieur, juste à côté du briquet hypoternie de papa. J'ai fermé le couvercle. Clac. Le lourd loquet en laiton s'est refermé.
Un son métallique sec, d'une finalité absolue. Un mur de béton, s'abattant sur le passé. J'ai pris une lente et profonde inspiration, de l'air vide sentant le carton. J'ai passé mes mains sur le devant de ma chemise, lissant le tissu. Le train transportant la meilleure lignée familiale, avait déraillé il y a longtemps. Je descendais enfin des rails. J'ai tourné le dos à la boîte en bois, et je me suis dirigé vers mon sac de sport emballé. Demain matin, je prenais un vol aller simple pour le Texas. Le soleil du Texas était un véritable marteau. Il frappait le terrain de parade en béton fissuré, de Fort Sam Houston. Irradiant une chaleur aveuglante, à travers les épaisses semelles en caoutchouc de mes bottes de combat. L'air avait un goût d'asphalte chaud, et de toile blanchie. Je ne me suis pas caché, dans les casernes d'officiers climatisés. Je me tenais à l'avant d'un amphithéâtre humide, et mal éclairé. Regardant 80 jeunes médecins de combat de l'armée. Ils étaient assis, dans un silence lourd. Ils s'attendaient à un briefing standard, sur l'application de garrots, les pansements thoraciques, et la gestion d'hémorragies artérielles massives, dues à des éclats d'obus dans le désert. Je leur ai enseigné exactement cela. Je leur ai montré, comment panser une blessure par balle avec de la gaz hémostatique, jusqu'à ce que leur jointure leur fasse mal. Mais ensuite, j'ai appuyé sur le lourd bouton en plastique, de la télécommande du projecteur. J'ai changé les diapositives. Je leur ai parlé du saignement invisible, de l'épuisement psychologique lent, et calculé. Des sangsues qui portent le masque d'une mère, d'un père, ou d'un frère ou d'une sœur. Un combattant ennemi, vous tirera dans la poitrine, ai-je dit à la salle de soldats de 2e classe de 19 ans. Ma voix était plate, sans aucune sympathie. Un membre de votre famille toxique, videra votre compte en banque, ruinera votre score de crédit, et exigera que vous le remerciez à genoux, pour ce privilège. Ils utiliseront votre uniforme comme une arme contre vous. Apprenez à repérer l'embuscade, avant de vous vider de votre sang. Sur le sol de votre propre salon. Mon dossier judiciaire n'est pas resté en Caroline du Nord, il n'a pas pris la poussière dans un sous-sol sombre du comté de Cumberland. Le corps du juge avocat général a mis la main sur la transcription, ils l'ont militarisé. Ils ont pris la nuit la plus sombre, et la plus humiliante de ma vie, et l'ont transformée en un module de formation obligatoire. Le précédent best. C'était le titre officiel, estampillé en encre noire grasse sur les manuels de formation. Une étude de cas national, et de référence, sur la fraude financière croisée, l'extorsion psychologique, et l'escalade de la violence domestique, au sein des familles de militaires. La honte écrasante, et suffocante, que j'avais l'habitude de porter, à propos de ma sœur et de ma mère, a complètement brûlé dans la chaleur du Texas. J'ai pris les cendres de ma lignée ruinée, et je les ai forgées en un acier froid, et lourd. Je n'étais plus la victime meurtrie, et pathétique, s'étouffant sur le parquet. J'étais le mur de bouclier renforcé, pour chaque enfant enrôlé, saigné à blanc par les personnes qui l'ont élevé. 14 mois plus tard, Arlington, en Virginie. L'air à l'intérieur de l'auditorium du Pentagone était glacial, vif et parfaitement filtré. Il sentait la cire à parquet cher, le poli à laiton, et la laine nettoyée à sec. Des centaines d'officiers supérieurs remplissaient les sièges en velours à gradins, des étoiles d'argent brillant sur leur col, des aigles cousus sur leurs épaules. J'ai traversé l'immense scène, mon uniforme de classe a été assez net pour faire couler le sang. Je me suis tenu derrière le lourd podium en chêne, j'ai ajusté le fin col métallique du microphone. Un bourdonnement de basses graves, et lourd, a résonné dans l'immense pièce, vibrant contre mes côtes. J'ai regardé la mer d'uniforme vert, bleu et blanc, ma posture était rigide, les épaules carrées, la colonne vertébrale verrouillée. Le sang n'est pas une condamnation à perpétuité, ai-je déclaré. Le microphone a capté le tranchant de ma voix, l'amplifiant, et le faisant résonner contre les murs acoustiques du fond. J'ai agrippé les bords du podium en chêne, mes jointures ont blanchi. Nous entraînons nos soldats à survivre à des interrogatoires hostiles. Nous les entraînons à endurer la torture physique, dans des camps de prisonniers. Mais nous les renvoyons chez eux, complètement aveugles à l'extorsion émotionnelle, qui se produit à leur propre table de dîner du dimanche. La pièce était silencieuse, un vide lourd et haletant. Parfois, ai-je continué, fixant directement la première rangée de généraux. L'acte le plus courageux, qu'un soldat accomplira jamais, n'est pas de prendre une balle sur un champ de bataille étranger. C'est de regarder directement dans les yeux des personnes, qui partagent son nom de famille. Et de dire définitivement le mot au nom au point. Je me suis reculé du microphone,
l'auditorium entier s'est levé comme un seul bloc massif. Un rugissement tonitruant d'applaudissements m'a frappé la poitrine. Cela ressemblait à un feu d'artillerie roulant, c'était assourdissant. Mais je n'ai pas souri, je ne me suis pas incliné. J'ai fait un seul signe de tête sec, j'ai tourné le dos aux lumières de la scène, et j'ai descendu les escaliers tapissés. En bas de la marche, une jeune lieutenante du corps des marines m'a barré le chemin. Son uniforme de cérémonie était impeccable, ses boutons en laiton brillaient. Mais ses mains tremblaient violemment, une seule larme chaude a tracé une trace humide sur sa joue, tombant silencieusement sur le dos de son gant de coton blanc. Elle s'est avancée, et a agrippé mon avant-bras. Ses doigts se sont enfoncés durement, dans la laine épaisse de ma veste. « Capitaine » a chuchoté la lieutenante. Sa voix était rauque, se brisant sous le poids lourd, et angoissant d'un secret, qu'elle avait porté pendant bien trop longtemps. « Merci. Je retourne à mes quartiers tout de suite. Je vais appeler mon père. Je vais lui couper l'accès à mon virement direct. Plus jamais. » J'ai regardé ses mains tremblantes, j'ai regardé le feu féroce, et éveillé, qui brûlait dans ses yeux humides. « Tenez la ligne, lieutenante, » ai-je dit. Ma voix était calme, destinée uniquement à elle. Ne les laissez pas revenir à l'intérieur des barbelés. Elle a hoché la tête avec force, sa mâchoire se crispant. Elle a lâché mon bras, et s'est éloignée, le dos droit. Je me suis retourné, et j'ai poussé les lourdes portes doubles en verre. Je suis sorti dans la lumière aveuglante de la Virginie, le vent chaud a frappé mon visage. Le marteau en bois du juge, en Caroline du Nord, a mis un prédateur violent dans une cage fédérale. Mais cette condamnation ne m'a pas libéré. Ceci l'a fait. Mes propres deux mains, mon propre refus absolu de céder, sous le poids d'une loyauté toxique. J'ai pris les lourdes chaînes de fer, que ma famille avait enroulées autour de mon cou. Et je les ai utilisées, pour briser les serrures pour tous les autres. Si mon histoire vous a donné de la force, veuillez aimer, vous abonner, et commenter et plus jamais les ci-dessous, pour revendiquer vos propres limites. Merci d'avoir écouté mon parcours.